Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de venir découvrir avec nous un lieu qu'on vient de tout juste de découvrir, qui a une histoire très très intéressante et une petite légende aussi à la clé. Donc le bâtiment que vous voyez date à peu près du 15e ou 16e siècle, nous n'avons pas de date précise, tout ce qu'on sait c'est qu'il avait été à la base construit par le maître carrier de l'époque, mais qu'il a été ensuite été donné ou vendu, en tout cas à l'église, et il a servi de refuge à deux neveux du pape Urbain VIII, connu sous le nom aussi de Barberini. À savoir quand Urbain VIII est arrivé, du coup pape, il a décidé de mettre François et Antoine, ses neveux, à des postes haut placés de l'église. Et c'est de là que la légende de ce lieu est née. Car ces deux neveux, en fin de compte, usaient un petit peu de leur pouvoir et de leur facilité, on va dire, du fait du statut de leur oncle, pour pouvoir trafiquer, magouiller, etc., sur à peu près tout ce qu'ils pouvaient. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi notamment à faire leur fortune, en récupérant des livres, des manuscrits, des propriétés, enfin vraiment toutes sortes de choses. À savoir quand même que, malgré ce qu'ils étaient, François, lui, dirigeait une des premières bibliothèques de l'église de l'époque, et encore aujourd'hui, on retrouve plus de 10 000 exemplaires de livres dans les bibliothèques du Vatican. Malheureusement, comme vous vous en doutez, rien n'est toujours acquis, et le pape a été pris de remords, donc leur oncle a été pris de remords et a décidé de faire vérifier sa fortune. Alors on n'en sait pas plus, mais je pense que c'est du coup qu'il y avait une pression derrière lui par rapport à d'autres personnes au placé de l'église qui se demandaient comment ses neveux arrivaient à avoir tout ça, et du coup il décide de mener une enquête, savoir sur l'origine de leurs biens. Et bon, il s'est avéré qu'au final, ils n'auront retiré rien du tout à ses neveux, qu'ils ont gardé tout ce qu'ils avaient, mais en tout cas, c'est de là que ça a commencé. Car comme je vous l'avais dit, du coup, ce lieu a une véritable histoire et une véritable légende. Car en fin de compte, ces deux frères s'étaient passé la plupart de leur temps à des sciences un petit peu plus dérangeantes, on va dire, pour l'Église. On va dire dérangeantes pour l'Église, car ce qu'on pourrait maintenant appeler de la science, à l'époque, pour l'Église, était considéré comme de la magie. Et en fin de compte, ils étaient alchimistes. Ils essayaient de changer du plomb en or, ils parlaient d'élixir de longue vie, de pierres philosophales. Et à l'époque, pour l'Église, ces genres de propos, comme je vous l'ai dit, euh, revenaient plus de la magie que vraiment de la science. Et du coup, ils ont eu de très très graves soucis à cause de ça. Ce qui a certainement aussi poussé leur oncle à essayer de se faire bien voir du reste de toute l'Église et de toutes les personnes proches de ce pape, pour essayer un peu de se dédouaner. Au fur et à mesure, la famille, donc Barenini, a réussi à prendre de l'importance auprès de l'Église et de tout ce qui était autour de leur monde en règle générale. Et en fin de compte, donc les deux neveux, Antoine et François, ont réussi petit à petit à ramener leur oncle vers eux et à en faire un peu ce qu'ils voulaient. Et en fin de compte, ils ont décidé de rentrer en guerre avec pas mal de personnes, notamment avec les représentants et les dirigeants de l'époque de Venise, enfin de plusieurs grandes villes. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à arriver à leur but, et leur oncle a fini par décéder. Et quand leur oncle est décédé, donc quand le pape Urbain VIII est décédé, ils se sont retrouvés un peu tout seuls, et le pape, donc le successeur d'Urbain VIII, quant à lui, n'aimait pas du tout François et Antoine. Et en fin de compte, ils ont décidé de retirer toutes les propriétés et toutes les fortunes de François et d'Antoine, sauf si jamais ils se rangeaient du côté de l'Église et s'investissaient plus dans l'Église et oubliaient en fin de compte toutes leurs activités qui étaient considérées comme plus qu'illégales. C'est plus, voilà, de la sorcellerie. Donc je vous rappelle qu'on est quand même entre le 15e et le 16e siècle, et que du coup la magie est vraiment tabou. Il y a eu d'horribles de crimes et atrocités sur tout ce qui était sorcellerie. Mais les deux frères n'ont décidé d'en faire qu'à leur tête, et ils ont décidé de partir. Et du coup, c'est là qu'ils se sont retrouvés dans ce lieu.
Ils se sont réfugiés ici notamment car ils avaient des connaissances au niveau de la France, parce qu'ils ont quand même été évêques de Reims, ils ont été aussi sur Avignon, ils ont quand même été voilà, très très présents en France, et du coup, grâce à leurs connaissances, ils ont réussi à s'arranger pour ne pas avoir trop d'ennuis. La seule chose qui leur est pendée au nez, c'est qu'ils devaient absolument arrêter toute leur magouille, on va dire. Ils n'avaient plus le droit de tricher. Il fallait arrêter et il fallait surtout stopper tout ce qui concernait la magie. Mais ils en avaient décidé autrement. Et encore une fois arrivés ici, donc sur ce lieu, ils ont continué leurs petites travaux. Donc les deux frères qui se donnaient à la magie, en fin de compte, continuaient de vendre leurs produits, leurs fameux élixirs de longue vie, etc. Et en fin de compte, un des deux frères a soupçonné l'autre qu'il essayait de l'escroquer, il y en a un qui fabriquait et l'autre qui le vendait. Et du coup, il pensait que celui qui vendait, en fin de compte, récupérait plus d'argent. Et du coup, une dispute éclata. Et donc, une fiole de poison était jetée à la tête d'un des deux frères qui mourra dans d'atroces souffrances en agonisant même, en fin de compte, au pied de ces murs. Et voilà. Et la légende veut que la punition divine, en fin de compte, sur le frère qui avait jeté le poison, soit telle que son frère, du coup, soit revenu, en fin de compte, toutes les nuits pour le hanter jusqu'à temps qu'il perde la tête. Et en fin de compte, le deuxième frère, d'après la légende, serait mort en étant devenu fou. Tout simplement en étant devenu fou. Et en fin de compte, c'est de là que tout est né, car en 1900, jusqu'aux années 1900, personne n'a osé rentrer dans ce château qui était considéré comme maudit et hanté, car d'après plusieurs personnes, ils auraient vu les corps des deux frères flotter dans le manoir à la nuit tombée. Et en fin de compte, en 1900, dans les années 1900, un homme décida de racheter ce château, et en fin de compte passa une après-midi dans le château pour pouvoir voir un peu ce qu'il allait acheter, quoi. Et en fin de compte, il a été retrouvé mort l'après-midi même d'une balle dans la tête. Et pourquoi est-ce si important dans notre histoire? C'est qu'il a été tué avec une balle en plomb. Chose que les frères, comme vous avez pu le comprendre, du coup, essayaient de traficoter le plomb en or. Et du coup, de là est née la légende. Alors la légende, pourquoi? Parce que la mort des deux frères, elle, est une pure légende. Nous n'avons aucune trace réelle écrite de ça. Mais par contre, l'homme qui est mort d'une balle dans la tête est quant à lui véridique. Il a été assassiné d'une balle dans la tête. J'espère que, comme je vous l'ai dit, cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert une histoire que vous ne connaissiez pas. Et abonnez-vous, n'hésitez pas à partager, lâchez vos commentaires et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description et comme ça, vous ne louperez plus rien. Allez, ciao, ciao!